s'est laissé il y a quelques heures sur Twitch pour notre late session du mardi soir. On se retrouve dès le matin, dès le mercredi matin sur YouTube pour débriefer les matchs avec Shai. Shai, comment tu vas? Est-ce que tu as pu dormir un petit peu? Pas beaucoup hein, avec les matchs qu'il y a eu. Alors ça va, il n'y a pas eu de double ou triple prolongation. C'est toujours la crainte quand tu commences tôt le lendemain, mais non, ça va, tout va bien. Donc, il y a eu 2 matchs au programme. Mais avant ça, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, on pense pas pour flamber, mais peut-être des fois sans même s'en rendre compte, on te dit ah ça on l'avait dit, ça, tu vois. Bon, il n'y a pas l'idée de se saucer, mais bon, je pense que des fois ça permet de faire des enchaînements assez faciles. Là maintenant, on va reconnaître quelque chose. Depuis le début de la saison, on parle des Sixers et on leur tape dessus. On ne va pas se mentir, dans des podcasts, dans des CQFR. Moi, le premier, j'aurais souvent tapé dessus. Et aujourd'hui, Shai, ce matin, les Sixers ne sont plus qu'à une victoire de jouer les finales de conférence. Leur première finale de conférence depuis 2001. Je vais donner très rapidement les scores. Donc, les Sixers ont battu les Celtics 115-103. C'était le Game 5. Il y avait 2-2. Philly est donc maintenant à 3-2. Et les Nuggets ont écrasé les Suns 118-102. D'ailleurs, le score était même plus large que ça pendant longtemps. Ouais. Pareil, Denver qui mène 3-2. Bon, je te propose qu'on commence avec Philly. Philly qui a une victoire des finales de conf. Tu le voyais venir, ça? Bah non, moi, pas du tout. Enfin, de toute façon... Ouais, non, mais si on réécoute nos podcasts de preview, de tout ce que, ou même en cours de saison, on était très sceptiques sur Philadelphie pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées 1000 fois. Et là, en fait, ils sont out-scepticisés. j'ai pas le terme. Ils sont battus dans le scepticisme, suscité par Boston parce que Boston, on avait aussi un peu senti venir les difficultés, mais peut-être pas à ce point. Je pensais qu'avec l'avantage du terrain, ça irait. Là, le fait de recevoir sur le Game 5, qui est toujours le match crucial, ça irait. Ils ont été sifflés à domicile. C'est ouais. Comme ça que ça s'est terminé. Normalement, ça, c'est un move de fan des Sixers. Ça. Normalement, c'est les Sixers qui pourrissent leur équipe à domicile. Hein. Mais non, mais en fait, c'est bête. On peut parler de coaching, de Doc Rivers qui coach mieux que Mazzulla, j'en sais rien, de plein de trucs de joueurs qui en dominent d'autres. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une équipe qui était venue jouer un match de playoff important et une autre qui était en train de jouer un match de saison régulière anecdotique où limite il pouvait y avoir du load management, c'était pareil. Parfois, faut pas complexifier la chose. J'ai l'impression que il y a de la tactique, il y a des performances individuelles, mais là, je vois une équipe qui en veut tout bêtement et une autre qui est, je sais pas, un peu apathique, un peu tétanisée, que ce soit par l'enjeu, par ses propres difficultés entrevues depuis le début de la saison sur le. Ça peut être, on ne sait pas si c'est de la suffisance, si c'est un manque d'atomes crochus entre certains joueurs. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que j'ai vu une équipe de Philadelphie qui en voulait et qui a bien joué le coup et qui a mérité sa victoire, qui a mené plus largement que ça. D'ailleurs, les Celtics sont un peu revenus dans le match, mais sans que ce soit assez. Il y a eu 21 points d'avance à un moment. Il y a eu 21 points d'avance. Dans le troisième quart-temps. Ouais, et pareil, j'ai pas senti Philadelphie ultra en danger. C'était plutôt maîtrisé, donc. C'est plutôt à la Boston qu'alarmant et Philadelphie qui a une victoire de trouver la finale de conférence aussi longtemps après. Là où Embiid n'est encore jamais allé. Alors la dernière fois, ce qui peut être un peu un petit signe, c'est que Allen Iverson avait été MVP de la saison et les Sixers étaient allés jusqu'en finale. Là, Embiid a été MVP de la saison, premier Sixers depuis Iverson. Et les Sixers sont pour l'instant ont un pied en finale de conférence et du coup un orteil en finale NBA si on parle de principe. Ouais, t'es en train de nous faire tu nous fais une Antoine Pimel hot take qui aura Sixers Lakers 4-1 pour les Lakers en finale comme en 2001. Je pense que cette série n'est pas terminée, mais effectivement, alors on peut parler de Boston, mais juste sur Philly, il y a une espèce de déblocage mental qu'effectivement je trouve intéressant. Ça a souvent pêché mentalement en playoff, que ce soit Embiid, que ce soit Harden. Là, effectivement, il y a un petit côté libéré, genre on est en mission, même à la fin du match d'ailleurs, ils n'ont pas non plus célébré outre mesure cette victoire à l'extérieur, c'est quand même sur le parquet d'un rival. Il y a une forme de concentration qui est intéressante et qui est encourageante pour Philly. Après, il y a eu... on peut résumer, effectivement, j'aime beaucoup ta formule. On peut aussi aller dans le côté où il y a une équipe qui a eu de l'adresse, l'autre non. Philly a tiré donc à 50% au tir, 40% à 3 points. Pour Boston, c'est 39%, 30%. Et c'est pas que dû à la défense des Sixers, même si je trouve que les Sixers ont bien défendu sur les stars, paradoxalement, les stars de Boston qui ont quand même fait leur match. Hein. Mais je trouve que Tatum fait 11 sur 27. Mais je trouve qu'il y avait une défense physique intéressante. Par contre, Boston a eu
plein de tirs ouverts ratés à 3 points, quoi, qui auraient pu leur permettre de revenir dans le match. Les Celtics ont gâché pas mal de cartouches, quoi. Ouais, aussi, ouais. Mais après, ouais, si on veut parler des individualités, oui, on disait la dernière fois qu'il fallait à un moment que Embiid et Harden soient coordonnés sous Et leur même meilleure Maxi, version. Et Tyrese Maxey qui met 30 points, c'est ça? Il fait 30 c'est points. ça. C'est vrai que je l'ai trouvé assez tranchant sur le match. Il met 6 paniers à 3 points, il me semble. Ils savent pas Euh, comment le défendre quand il est à ouais, droit. voilà, Sur c'est pick and ça. roll, ils savent pas quoi faire. Il est trop rapide. Du coup, là, le truc, c'est de passer en dessous. Mais dès qu'il commence à mettre dedans de loin, là, Maxi, ça devient injouable pour Boston. Ouais. Mais après, voilà, pour revenir sur Embiid et Harden, je trouvais Embiid très bon et j'en ai oublié qu'il avait été blessé, alors que sur les premiers matchs, il y avait un tout petit peu de rouille logique. Là, je l'ai trouvé en défense. Enfin, il met deux de ses 4 comptes sur Jaylen Brown sur des actions importantes où justement Boston n'est pas encore trop loin au score et où il y en a une où il le course en contre-attaque et il va claquer le compte par derrière. Une autre où il l'empêche de dunker alors qu'il a lui dunker dessus, un peu comme Butler a fait la veille sur. Je sais plus qui avait essayé de le dunker. C'était Grimes, je crois. Quentin Grimes. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, et donc défensivement, très très fort, Embiid, enfin vraiment dans ce registre où parfois on oublie qu'il est super fort. Et Harden, jusque-là, il avait été soit héroïque en attaque à base de 40 points et de game winner, soit catastrophique en termes d'adresse et malheureusement le Harden, vintage Harden en playoff quasiment. Là, j'ai bien aimé cette espèce d'entre-deux qu'il a eu où il était très playmaker comme à ses bonnes périodes même à Brooklyn sur une période. Il a pris que 8 tirs. Il prend que 8 tirs, mais il finit en double-double. Il donne 10 passes. Doc Rivers a beaucoup insisté justement sur le rôle qu'il a eu et sur le fait qu'il a toujours bien mis le jeu en place et bien servi les joueurs quand ils étaient en bonne situation. Voilà, c'est un Harden playmaker qui n'a pas besoin de faire du ISO Harden et du Harden MVP. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que là, les deux ont été. Il y a Embiid dominant sur le scoring et sur la défense et Harden dominant sur le playmaking. Et c'est, je pense, leur meilleure version. Et on l'a pas vu si souvent que ça depuis qu'ils jouent ensemble. Alors déjà, il y a un truc que je trouve sympa pour Embiid, c'est qu'il a souvent souffert contre Horford. Là, il le Ah domine ouais, complètement. là, ouais. La taille d'Embiid, elle s'est fait ressentir. Les Celtics se sont cassés les dents sur Embiid. Et bon, la solution, on le sait, c'est du coup d'essayer de vachement faire tourner la balle pour avoir des 3 points ouverts. Et il y en a eu, parce que voilà, tu sais qu'Embiid, il va pas non plus ressortir tout le temps, ou en tout cas, il va le faire plus lentement. Mais Horford, il fait 0 sur 7 Ouais. à 3 points. Sur le match d'avant, il se trouve aussi. Depuis qu'il a dit qu'il était un tireur d'élite, il se trouve. Donc voilà, la petite morale, c'est comme pour Kat, vaut mieux pas trop parler quand on est un grand et qu'on tire à 3 points. Et juste sur Harden, il a été très bon dans le playmaking. Je trouve effectivement, il a un sens de la passe, il a quelque chose. Mais tactiquement, je trouve que les Celtics ont fait une erreur. Alors c'est facile à dire après coup. Je pense qu'ils lui ont facilité la vie. Je pense que Harden, quelque part, le playmaking, sa qualité de passe, c'est peut-être son atout premier et que tu as intérêt à lui retirer ça. Si tu le mets dans une position où il a moins besoin de tirer et où il est dans des meilleures conditions pour faire les passes dans le bon timing, je pense que c'est là que tu t'exposes. Parce que voilà, on sait qu'Harden, c'est pas le mec qui peut toujours porter une équipe. Alors, je comprends. Voilà, maintenant, je vais venir donc sur le point tactique. Je trouve que les Celtics ont trop voulu empêcher Harden de tirer. Je pense que, forcément, quelque part, je comprends. Si je suis Joe Mazzulla et son staff, je vois, les 2 fois où on perd, c'est les 2 fois où Harden, il met 41, 45 et 42 points. Faut qu'on l'empêche de tirer. Moi, je pense que c'est facile à dire avec le recul, mais je pense qu'il fallait plutôt voir les 2 fois où on gagne, c'est les 2 fois où Harden, il est cata au tir. Quel pari on prend? Et moi, j'aurais pris le pari, en fait, de me dire qu'Harden, il ne va pas ressortir un match à 45 points. C'est-à-dire que là, sur les pick and roll, ce qui s'est passé, donc Harden, il joue essentiellement que du pick and roll. C'est un peu le jeu des Sixers, c'est pas le plus enivrant du monde. Donc il y a des pick and roll pour James Harden. À chaque fois, ils ont voulu absolument couvrir à 2, c'est pas vraiment une prise à 2, mais un espèce de, voilà, on le serre à 2 et après on recourt pour au moment où il lâche la balle. Et du coup, en fait, Harden, oui, ok, il tire pas sur 2 gars, mais il a énormément de moments où Embiid s'est retrouvé seul à mi-distance parce que voilà, ils étaient à 2 sur Harden et Harden, il a juste la passe dans le bon tempo, quoi. Il y a pas mal de tirs ouverts comme ça. Ou pareil, ça passe sur pick and roll, elle mène pas directement une passe décisive, mais elle crée un décalage parce que voilà, il y a 2 mecs qui sont sur lui. Du coup, il lâche une passe à un gars qui va relâcher une passe et il y a eu plein de 3 points ouverts. Et moi, je pense que c'était le mauvais calcul.
Alors voilà, je ne suis pas coach NBA, hein, je suis peut-être à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que laisser Harden tirer, même après un match à 45 points et 42 points, c'était peut-être la bonne solution en se disant qu'il n'aura pas toujours autant d'adresse en fait. Et là, ils lui ont donné le match entre guillemets parfait pour lui. Voilà, il a que 8 tirs à prendre, pas trop de responsabilités. C'est pas le mec qui a été le plus décisif dans toute sa carrière en playoff. Moi, j'aurais insisté là-dessus, quoi. Et parce que du coup, Embiid, il a des tirs ouverts et Embiid, il s'est mis en rythme, quoi. Il a pas mal de tirs ouverts à mi-distance, tête de raquette. C'est des tirs qu'Embiid y met tous les jours, ça. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. Moi, c'est un point tactique, voilà, du côté de Boston où j'aurais pas forcément fait cet ajustement. Mais bon, voilà. Non, mais effectivement, il y a la question tactique et tout, mais il y a, comme je disais au début, bêtement, cette histoire de. Tu sais, on dit toujours, cette équipe, elle a un bouton pour activer le mode on-off en playoff. Voilà, on a vu, ok, ça s'est vérifié parfois, mais là ils mettent du temps à retrouver le bouton et sur plein de trucs, enfin, je sais qu'ils ont été maladroits. Peut-être que visuellement, les gens ont l'impression que ça va et que c'est juste de la maladresse, mais tu sais, Tatum et Brown, j'ai l'impression que là, ils sont plus aussi coordonnés dans l'effort. C'est un peu chacun son tour et chacun dans son coin. Et moi, ça m'irait pas en tant que fan de Boston, ça m'irait pas de les voir comme ça. Et je pense que les gens s'y trompent pas non plus quand si tu te fais siffler à domicile, c'est que les gens sentent qu'il y a un truc qui va pas. Et Marcus Smart à la fin du match qui dit en gros ceux qui n'ont pas envie d'être là ou ceux qui n'ont pas envie de faire les efforts, un peu le même type de speech que Curry a fait. Voilà. Il faut les sortir du terrain. Alors c'est pas la première fois que Smart fait ce type de discours. Je sais pas si cette fois ça marchera, mais voilà, moi c'est vraiment l'impression de plus que la tactique, voilà, la combativité, la communication, c'est ces choses-là qui vont pas à Boston. Ah, attention, il faut quand même rappeler que l'année dernière, ils étaient dans la même situation. Hein. La série contre Milwaukee, voilà, ils étaient menés. Donc c'est pas impossible. On sait que cette équipe, ça peut cliquer. Elle a déjà cliqué. C'est la même équipe que l'année dernière, à très peu de choses près. Donc on va pas les enterrer. C'est juste que là, en réaction à chaud, match par match, c'est pas très encourageant. Non, c'est vrai, ils ont peut-être vraiment subi la pression, les Celtics, pour le coup. Là, ils sont dans la peau du favori, beaucoup plus que l'an dernier. Oui. À voir. Il faudra voir. En tout cas, bon, je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Hein. Ça reste une très forte équipe qui, du coup, est capable de gagner 2 matchs de suite. Mais il y a encore effectivement ces signaux dont on parlait, qui sont un peu inquiétants. Je vais passer à des signaux beaucoup plus positifs. C'est pour les Nuggets. Les Nuggets qui ont battu les Suns. Ça aurait pu être une victoire convaincante. Ça a tourné à la démonstration et presque à l'humiliation. Il y a eu 118-102. J'attendais beaucoup de ce match. J'avoue que j'ai été un peu déçu. C'est même pas que j'ai été déçu par la prestation des Suns. J'espérais juste un match plus serré, mais en fait, les Nuggets ont vraiment déroulé leur basket de la meilleure manière possible. C'était à sens unique, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est que après, en ce moment-là, dans ces playoffs, j'aime bien écouter ce que disent les coachs d'un match à l'autre sur ce sur quoi ils insistent pour rectifier le tir. Ou, tu vois, ce qu'on a du mal à voir, par exemple, on parlait de Boston avec Mazzulla, c'est un peu compliqué. Il n'arrive pas forcément à trouver la formule ou à mettre en application les choses. Pareil pour Steve Kerr sur certains matchs, ça n'a pas forcément d'effet entre ce qu'il dit et ce qui est mis en application. C'est pas que de la faute des coachs, hein, mais là, pour le coup, Malone, il avait dit après le dernier match et après les 2 derniers matchs, il avait dit en gros, faut ralentir Devin Booker. Ce soir, alors il met 28 points, mais pour le coup, il shoot à 8 sur 19 alors qu'on a encensé son adresse. Mais ça paraît presque maladroit, alors qu'en fait, il fait pas un mauvais match. Ah non, il fait pas du tout un mauvais match. Humain, quoi. Voilà. En tout cas, cette tâche-là, elle est remplie. Il avait dit, quand les gens lui ont posé la question sur Michael Porter, on avait nous-mêmes parlé du fait qu'il fallait peut-être qu'il soit plus impliqué. Dans le podcast d'hier, Théo nous demandait de qui est-ce que c'est la faute si Porter, on le voit pas plus. Là, peu importe de qui ça vient, mais Porter, il a mis 19 points à 7 sur 11 assez tôt dans le match, très adroit. Malone voulait plus d'adresse et même de shoot à 3 points. Les Nuggets, ils ont shooté à 48,1% à 3 points. Il voulait que les remplaçants en fassent plus, et ça aussi, on l'avait ciblé. On trouvait que c'était un petit peu léger, même si il y a d'autres équipes qui ont eu ces problèmes-là, dont Phoenix avec le banc. Mais là, tu as Bruce Brown qui met 25 points en étant excellent. Christian Brown, alors statistiquement, c'est pas impressionnant, mais pareil, sur son intensité et son agressivité, c'est lui qui, je trouve, plie le match. 7 minutes de la fin, il fait une interception. Tu sais, tu peux encore une vingtaine de points avec 8 minutes à jouer. On a déjà vu bien pire comme retour.
Et là, il fait une interception et il part au dunk en contre-attaque et derrière, temps mort et ça commence à vider le banc, quoi. Ouais, et puis Donc, enfin, le public des Nuggets a été ouais. super bruyant. Et Bruce Brown, c'est quand même la bonne dégaine du mec qui va être sur le banc de plein d'équipes très ambitieuses pendant des années. Là, son Il a contrat ouais, enfin, favorable. là, du coup, ouais. Puis, non, mais tu sais, dans tout ce qu'il apporte, en fait, c'est comme Gary Payton, c'est ces petits qui jouent grand. Ouais. Tu vois, en posant des écrans, en jouant presque comme des pivots, dans l'énergie, il a tué les Suns, quoi. Ouais. C'est- J'avais pas compris qu'à Brooklyn, à Brooklyn, il soit pas plus mis en avant ou pas dans cette équipe, avec Kyrie, KD et tout. Je le trouvais intéressant. Là, il est bien sur des matchs comme ça. C'est clair que sur l'agressivité et tout ce qu'il apporte, c'est super. Et alors, voilà, ça fait partie des choses que Malone avait ciblées et qui. Alors là, j'ai parlé que de 2 joueurs parce qu'ils n'ont pas eu besoin de beaucoup plus. Je trouve que le match a été à sens unique et qu'ils n'ont pas eu besoin d'impliquer beaucoup plus les autres. Hein. Mais ouais, match à sens unique, victoire facile. Ils n'ont pas eu à se dépouiller alors on sait que ces matchs 5, c'est ultra important. Les équipes à domicile dans cette série, pour l'instant, c'est la seule où il n'y a pas trop de victoires, il n'y a pas de victoire à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Et, en tout cas, et juste peut-être aussi un petit mot sur la perf de Nikola Jokic qui finit avec un triple-double de Mammouth, 29 points. Je sais pas les stats. 29 points, 13 rebonds, 12 passes. 13 rebonds, 12 passes. À 12 sur 20 avec 2 contres aussi et un petit hug avec Matisse Bia pour solder les comptes avant le coup d'envoi et où il lui donne le ballon en mode tiens, tu voulais le ballon, je t'en ai rapporté un. Et c'était plutôt sympa. Donc, ouais, Jokic dominant, 10e triple-double en playoff de sa carrière. Voilà, depuis le début de la série, il est incroyable. Là, il a passé Will Chamberlain notamment là, sur les triples-doubles. Mais c'est vrai que pour un pivot, pardon. Et comment dire, Jokic, il a été sur ce match vraiment la version dominante, meilleur joueur, le côté meilleur joueur de la série. Là, clairement, sur le terrain, il y avait zéro solution pour Phoenix concernant Jokic. Autant à la passe, enfin, il était vraiment en mode dominant. Quand tu vois Denver comme ça, que tu te dis quand même qu'ils ont une certaine marge, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément gagner cette série, mais sur les matchs à domicile, quand ça commence à dérouler, il y a un plus grand potentiel, je pense, que Phoenix à l'heure actuelle. Phoenix, il y a un plus gros potentiel individuel. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais voilà, Denver, collectivement, quand même, quand ça se met en route, ça devient très difficile à arriver. Oui, il y a juste un truc que j'ai pas compris du côté des Suns. On a encore vu que Ayton n'a pas été fantastique. Ça a été relativement compliqué pour lui, même si, si tu regardes la feuille, il fait 14 points, 9 rebonds, 7 sur 12. Il a fait pire que ça. Hein, mais encore une fois, sur l'impression visuelle, je trouve que c'était pas ça. Et sur les 2 matchs remportés à domicile pour Phoenix, on avait vu que Landale avait été très précieux dans un registre différent d'Ayton. Et là, il joue que 16 minutes. Je pense que là, il aurait fallu peut-être essayer de le faire jouer plus pour essayer de combler ce déficit dans la combativité et la bagarre un peu bêtement. Hein. Mais là sur ce match, j'ai trouvé que KD avait fait, tu sais, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des semaines. Tiens, il y a peut-être un moment où il va essayer de prendre le jeu à son compte, les shoots, de renverser une situation à lui tout seul et tout ça. Et je trouve qu'il a essayé, mais il a raté des tirs qui sont inhabituels pour lui, tu vois. J'ai pas trouvé que c'était un signal très, très positif, mais bon, il finit avec 26 points, 11 rebonds, 7 passes à 10 sur 24, certes, mais... Je ne sais pas s'il est à 100% physiquement, ou alors peut-être qu'il est à 100%, mais pas au 110%. Voilà, je vais rentrer dans le cliché, pas au 110% dont tu as besoin pour vraiment tout raser en playoff, quoi. Mais bon, en tout cas, maintenant, Phoenix, voilà, ce match, il faut l'oublier. Une fois quand tu prends une telle valise sur un Game 5, il faut vraiment essayer d'effacer complètement ça de ta mémoire et de repartir. Ça sera un peu la même chose d'ailleurs pour Boston. Il y a eu quand même 2 semi-blowouts. Ouais, si, on peut même parler de 2 blowouts. Oui, les scores sont trompeurs. Hein, clairement, si vous regardez le match, vous verrez que l'écart s'est réduit à la fin, mais il n'y a pas eu de suspense, quoi. On a 2 autres Game 5 ce soir. Miami qui a l'occasion de se qualifier au Madison Square Garden à New York. Il y a 3-1 pour Miami. Et les Lakers qui ont l'occasion aussi de se qualifier. Par contre, ça sera à San Francisco. Warriors-Lakers. Gros match celui-là aussi. Là, les champions au titre sont dos au mur, au bord de l'élimination.
avec tout ce que ça implique. Donc ces 2 matchs seront intéressants à suivre, et particulièrement le Warriors-Lakers. On décryptera ça ensemble demain. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir aussi demain, soyez au rendez-vous pour toute l'actualité NBA. En attendant, ça se passe sur basketsession.com, sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.